bienvenue sur la ressourcerie de l'écrivain avec la toute première chronique littéraire sur un même univers. Donc on est là, on va partir ensemble à Ravka. Donc je parle de la trilogie Grisha de Leigh Bardugo. Avant de vous montrer les livres et de vous en parler, le Grishaverse compte une trilogie, la trilogie Grisha donc, sur Alina Starkov, avec les livres dont je vais vous parler, donc Les Orphelins du Royaume, Le Dragon de Glace et L'Oiseau de Feu. Ensuite, il y a une duologie où on déménage à Ketterdam avec les Six of Crows et la suite qui est La Cité corrompue. Ensuite, nouvelle duologie, donc là je vous parle de manière chronologique, nouvelle duologie là sur Nikolai Lantsov, la duologie Kings of Scars, avec donc King of Scars et Rule of Walls. Vous m'excusez, j'ai un accent pourri en anglais. Il y a deux recueils de nouvelles qui sont Le Livre des Saints et Le Chant des Ronces, qui sont totalement indépendants, mais je vous conseille d'avoir au moins lu la trilogie en premier, et je vous conseille vraiment la lecture de la trilogie avant les duologies. Et enfin, on a aussi un roman graphique qui s'appelle Demon in the Wood, que j'ai mais que je n'ai pas encore lu, et je ne suis pas persuadée encore qu'il soit sorti en français. Et ce roman graphique de Leigh Bardugo donc, se concentre sur les personnages du Darkling dans quelques années avant la trilogie Grisha. On part donc sur la trilogie Grisha. Je vais vous présenter les livres un par un. Je vais éviter de vous spoiler aussi si vous avez envie de les lire, etc. Mais je pense que c'est une trilogie et un univers que vous devez avoir en tête, parce que déjà, on peut estimer que la trilogie et la duologie Six of Crows ont été adaptées sur Netflix, donc dans Shadow and Bone, qui ont même un petit peu commencé à préparer la duologie sur Nikolai Lantsov. Bref, la série télé fera l'objet certainement, quand je m'y mettrai, d'une vidéo toute seule, saison par saison certainement, ou voire épisode par épisode si je suis gourmande. Donc c'est parti pour la trilogie de Grisha. Voici le premier tome. Je ressors mes post-it. Donc le premier tome, on est sur donc ça s'appelle bien Les Orphelins du Royaume. Il me semble pas dans ma... Non, ça s'appelle Les Orphelins du Royaume, peut-être en plus grand. Moi, je les ai achetés en poche parce que je suis pauvre. Donc, Grisha, c'est le premier volume. C'est une traduction de Nenad Savik et une illustration de Guillaume Morellec. Guillaume Morellec va être l'illustrateur de l'ensemble des 3 livres. Nenad Savik a uniquement traduit ce livre-là. C'est au livre de poche jeunesse. Donc on a la petite pastille Netflix pour préciser que c'est adapté. Et il conseille à partir de 15 ans. Je pense que vous pouvez peut-être même commencer un petit peu plus tôt. C'est pas archi violent, ça va, c'est assez cool. Puis c'est vraiment une lecture doudou. C'est parti pour le 4e de couverture. Et je vous ferai une petite critique sur le 4e de couverture que je trouve pas terrible. Donc pour le tome 1, celui-là, qui suit Alina Starkov. Ombre, guerre, chaos. Un royaume envahi par les ténèbres. Une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal. Des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadowfold, parmi eux Alina Starkov. Espoir, destinée, renouveau. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir, l'invocatrice de lumière. Donc, comme il le précise, et on le sait très rapidement, Alina Starkov, en fait, c'est une orpheline qui est amie depuis toujours avec Malé Noretsev, qui est donc son meilleur ami, où ils étaient dans le même orphelinat à Karamzin, dans le pays imaginaire de Ravka. C'est un pays qui est assez inspiré de la Russie, il me semble, Russie peut-être impériale, enfin c'est un pays un royaume. Et la particularité de ce royaume est d'être coupé en deux par le Shadowfold. Donc, ce qui les emmerde vraiment beaucoup, Ravka, parce que il est coupé en deux, ce qui veut dire que tout ce qui est sur
Tout ce qui est à l'ouest et qui a contact avec la mer, c'est super compliqué de ramener des biens de l'autre côté, où il y a, la capitale et le roi. Et ils sont aussi très emmerdés parce qu'ils sont en guerre avec Fjerda, qui est le royaume qui est dans le nord, et Shuan, le royaume qui est dans le sud. Et ce sont tous bien des royaumes, il me semble. Dans cet univers, les particularités, c'est, outre le Shadowfold, je vais vous expliquer ce qu'est le Shadowfold, c'est qu'il y a des magiciens, en quelque sorte, qui ne se définissent pas comme ça du tout. Ce sont les Grishas. Donc les Grishas, ce sont des gens qui ont des pouvoirs. Et c'est des gens à qui on fout à peu près la paix à Ravka. Ravka, c'est un endroit qui est à peu près sécure pour eux. Parce que dans d'autres à Fjerda, les Grishas, ils sont chassés et brûlés sur des bûchers. À Shuan, ils sont plus ou moins réduits en esclavage. Et on apprendra par quelques petites notes que dans d'autres pays, ils peuvent être chassés et tués pour que des gens boivent leur sang pour s'approprier leur pouvoir, ce qui est une grosse superstition a priori. Et il y a un autre pays qui est à peine effleuré aussi, où là, ça a l'air d'être assez peinard. Mais les Grishas, ils font peur à la population qui n'ont pas de pouvoir parce qu'ils sont, justement, ils sont puissants. Et ce qui est puissant et ce que nous, on ne peut pas contrôler, ceux qui sont dépourvus de pouvoir, enfin nous qui sommes dépourvus de pouvoir, évidemment ça fait peur. Les Grishas sont, divisés en 3 ordres. Il y a l'ordre des Eteralki, c'est les invocateurs. C'est ceux qui vont pouvoir manipuler le vent, l'eau, le feu. Donc le feu, c'est les Inferni, le vent, c'est les hurleurs, et l'eau, c'est les faiseurs de marée. Dans l'ordre des invocateurs, il y a aussi l'invocateur de lumière, qui est un personnage qui a une place particulière, et aussi l'invocateur des ombres. Donc ici, le Darkling. Les invocateurs de lumière et les invocateurs d'ombre sont extrêmement rares, et ils ont un peu une place de messie quasiment dans cet univers. Parce que du coup, donc il y a les Eteralki, il y a les Caporalki qui eux vont être sur tout ce qui est du vivant. Donc il y a les soigneurs qui soignent, les fondeurs. Donc les fondeurs, eux, ils peuvent écraser un cœur, ce qui fait bobo. Et enfin, ils peuvent. Les fondeurs sont redoutables dans une armée. Et il y a enfin les Materalki, ce sont l'ordre des fabricadors, avec les Durastes qui eux sont plutôt du côté de la matière physique, et les alchimies, donc ça fait penser à l'alchimie, eux ils sont plutôt du côté donc des éléments chimiques. Donc ça c'est pour brosser un petit peu le truc. Et pourquoi le Shadowfold? Donc le Shadowfold, il a été créé il y a quelques centaines d'années dans ce pays. On ne sait pas trop pourquoi dans le premier livre. Et pourquoi c'est un petit peu la merde pour ce pays qui est Ravka, c'est que en fait c'est une espèce de zone morte qui traverse le pays donc du nord au sud et qui empiète un peu à Fjerda au nord et à Shuan dans le sud. Et dans ce Shadowfold, il y a des Volcra. Des Volcra qui sont des espèces d'énormes chauves-souris affamées. En gros, mettre un pied dans le Shadowfold, on a intérêt à ne pas faire trop de bruit, à ne pas avoir trop de lumière, à courir très vite et potentiellement avoir des armes. Parce que le Volcra, c'est de la chauve-souris qui est colère et qui a la dalle. Et comme je vous disais, comme il coupe le pays en deux, le Shadowfold, c'est vraiment très emmerdant parce que d'un côté, il y a le Ravka Est, où il y a la capitale avec le pouvoir royal, et de l'autre côté, ça fait une espèce de petite bande de terre qui a un accès à la mer, où là, ils sont beaucoup plus à l'aise pour faire du commerce, par exemple. Et là-dedans, nous avons donc, comme je vous ai dit qu'il y avait la guerre, il y a la première armée. La première armée, c'est une armée qui est composée d'hommes et de femmes qui n'ont pas de pouvoir. Et la seconde armée est composée uniquement de Grishas.
Et donc sur le terrain militaire, enfin tous les Grisha à Ravka sont testés quand ils sont enfants. On leur fait une petite coupure. On leur fait une petite coupure en espérant que la douleur en fait va provoquer le pouvoir chez l'enfant, le pouvoir qui peut être dormant et qui peut s'activer avec l'émotion ou la douleur. Donc on leur fait une petite entaille, hein, on leur coupe pas le bras non plus. Et en fait, Alina et Mal, ils ont réussi à tricher à ce test. Donc ils ont été testés. On a conclu qu'ils n'étaient pas Grisha et on leur a foutu la paix. Ils sont restés à l'orphelinat, tous les deux, avec les autres enfants, avec les adultes aussi, mais Alina et Mal, ils sont vraiment comme ça. Je ne spoil rien pour le moment, c'est vraiment dans les tout premiers chapitres. Ils sont donc tous deux orphelins. Ensuite, ils sont recrutés par l'armée, la première armée, où Mal est un tracker, c'est-à-dire un espèce de super chasseur Daryl Dixon qui repère des animaux. Enfin, vous le balancez dans un bois et vous trouvez un lapin caché sous un gravier. Et Alina, qui est une fille qui est très simple, qui est ordinaire, entre guillemets, qui veut surtout rester très simple, elle est cartographe. Donc son boulot, c'est de faire des cartes. Et bing badaboum, première traversée du Shadowfold. Les Volcra, ils ont la dalle. Alina est en danger. Mal aussi. Et Alina déclenche un pouvoir dont elle n'avait aucune idée. Donc elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé, mais elle a un peu sauvé du monde. Et pour vous dire du coup que l'invocateur d'ombre, qui est le Darkling, c'est le général de la seconde armée, donc le chef des Grisha, il a une mauvaise réputation parce que le Shadowfold a été créé par un invocateur d'ombre. Et il y a un côté un peu malédiction entre guillemets. C'est un pays, c'est un univers où il y a à la fois beaucoup de superstitions, des contes, des livres religieux, etc. Et le Darkling insiste vraiment pour que les Grisha, pour enlever un petit peu toute cette superstition, il insiste pour que les Grisha bénéficient d'un entraînement qui soit à la fois martial, donc qu'ils sachent se défendre physiquement, mais aussi qu'ils sachent se servir de leur pouvoir et qu'ils les développent. Parce que, à quoi ça sert par exemple un hurleur? Un hurleur, il peut, en déclenchant le vent, faire avancer le navire sur le sable. Ils ont des skiffs. Ce sont des navires à fond plat qui foncent à travers le Shadowfold sur le sable. Parce que c'est une zone morte, il n'y a plus rien qui pousse là-dedans. Il n'y a que les Volcra qui ont faim. Un soigneur, il soigne, etc. Et la place particulière qu'a l'invocateur de lumière ici, c'est que il est destiné à détruire le Shadowfold. Parce que l'ombre et la lumière, c'est les opposés, mais c'est aussi les opposés qui s'attirent, n'est-ce pas? Et donc la personne qui est porteuse des pouvoirs d'invocateur de lumière est destinée à détruire le Shadowfold. À la toute première lecture, la trilogie Grisha, j'ai trouvé, enfin du haut de mes 40 ans, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu facile, mais on est sur du livre jeunesse. Hein. Mais je les ai relus récemment et franchement ça passe vraiment crème. Autant si vous êtes un ou une jeune adulte, ou si vous êtes plus âgé, ou si vous êtes adolescent, vous pouvez y aller sans souci. Il peut y avoir un petit peu de violence, mais ça ne va pas être non plus des descriptions hyper graphiques, ni des trucs trop tordus. C'est très très sage au niveau de tout ce qui est relations amoureuses. Donc il y a des relations amoureuses évidemment, mais ça reste très 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 sage. Donc je vais forcément vous spoiler un petit peu le premier livre parce que je vais vous présenter le second livre après cette grande présentation de l'univers du Grisha. Le dragon de glace, et du coup je vais vous expliquer pourquoi Alina elle a des bracelets.
Donc le dragon de glace, cette fois-ci, c'est traduit par Anat Riveline, qui traduit également les livres suivants, toujours illustré par Guillaume Morillec, et toujours au livre de poche jeunesse pour moi, parce que je suis pauvre et que des bouquins à 8 €, bah, ça fait que pour le prix d'un grand format, on peut acheter 2, peut-être des fois 3 livres. Donc moi je suis très adepte du livre de poche. Le dragon de glace. Dévotion, remords, martyr, un pays déchiré par la guerre civile, une jeune femme rongée par ses propres pouvoirs, un corsaire flamboyant et mystérieux, vous allez tomber amoureuse mesdames, un soldat renégat en proie au doute, une menace grandissante, un danger imminent, résistance, pouvoir, sacrifice. Pour s'opposer au Darkling, Alina devrait explorer ses propres ténèbres au risque d'y perdre sa lumière. Je ne vais pas vous dévoiler le truc, mais en gros, si vous avez vu la série télé, vous le savez, mais le Darkling se révèle en fait l'antagoniste. Parce que le Darkling, c'est quelqu'un... j'aimerais bien, une fois que vous l'aurez lu, qu'on puisse en échanger un petit peu sur cet antagoniste, parce que je le trouve très bon. Parce que c'est, entre guillemets, le méchant, mais pour de bonnes raisons. Et c'est la personne qui va employer des moyens très blâmables ou très questionnables, mais il a des bonnes raisons. Et donc notre petite Alina Starkov, je crois que ça ne se voit pas encore là, mais pourquoi le dragon de glace ? En fait, dans le monde des Grisha, il y a une espèce de... donc, leur pouvoir, leur entraînement, ils appellent ça la petite science. Donc, ils étudient tout ce qui est autour de leur pouvoir, d'où ça vient, comment est-ce qu'on peut... comment, par exemple, un hurleur qui va contrôler le vent peut aussi, comme il appartient à l'ordre des invocateurs, il peut un petit peu contrôler l'eau. Il peut un peu contrôler le feu, mais son matériau de prédilection, c'est le vent pour le hurleur. Et dans cet univers, en fait, ils ont des croyances, parce que pourquoi est-ce que les Grishas ils se font buter très loin là-bas et que les gens boivent leur sang? Parce qu'ils ont une croyance qui est avérée, que en fait, dans cet univers, il y a des animaux magiques. Ça va être par exemple des très très grands cerfs avec des... il n'y en a pas 15 000, hein, il n'y a pas 15 000 exemplaires d'animaux magiques, mais on peut dire qu'ils sont magiques ces animaux-là. Donc ça peut être un cerf, ça peut être un dragon de glace. Donc c'est un espèce de... C'est pas le dragon qui crache du feu, ça va être plutôt... c'est un dragon qui vit dans l'eau. Et... Bref, la croyance qui est avérée, c'est que les Grishas qui veulent augmenter leur pouvoir, ils doivent tuer, donc ils peuvent tuer par exemple un autre Grisha qui est plus puissant pour porter ses os, une dent, une griffe, une griffe, là on est plus du côté de l'animal, qui va amplifier leur pouvoir. Et tous les Grishas n'ont pas d'amplificateur. Il y en a quand même quelques-uns qui en ont un. Mais Alina, elle va en avoir plusieurs. Et je ne rentre pas dans les détails. Mais dans le dragon de glace, on est sur la quête du coup de... elle a déjà récupéré... il y a une quête autour d'un animal fantastique. Alina elle est en fuite, après avoir dans le premier tome été un bon moment à la capitale de Ravka, je ne sais plus comment ça s'appelle, où on était un peu dans du complot politique, un peu merdique là, parce que Alina, en fait, en devenant invocatrice de lumière, ce qu'elle était depuis toujours, mais quand c'est connu de manière publique, on l'agite un petit peu en disant que c'est la sauveuse de Ravka parce qu'elle va détruire le Shadowfold, que ses pouvoirs, en fait, ça apporte un énorme élan
de foi en fait parmi la population. Elle a vraiment une place très particulière, c'est la sauveuse. Et du coup, Alina, elle part d'une place où elle n'était pas grand-chose, où elle était juste une petite orpheline, une petite cartographe un peu médiocre dans la première armée, pardon, où elle devient la sauveuse. Et elle aime pas ça. Elle aime vraiment pas ça. C'est pas son truc. Donc elle va suivre plein d'aventures parce qu'au final, elle essaye de faire au mieux. Elle va prendre des... Elle va déjà apprendre à maîtriser ses pouvoirs déjà à partir du premier tome. Elle va vraiment prendre confiance en elle. Elle se fait des amis, même certaines qui le lui rendent bien et d'autres qui sont assez peau de vache. Coucou Zoya Nazielensky. Et Alina, qui est toute jeune, elle est aussi beaucoup dans... Elle papillonne d'un mec à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'elle roule des pelles à tout le monde, mais elle est très indécise. C'est pour ça que la Alina, qui est par exemple la Alina du tome 2, peut être agaçante. Ça couvre pas non plus tout le livre, hein. C'est sur quelques chapitres. Et je vais vous présenter le tome 3, qui est le dernier de la trilogie, parce que c'est le tome 3. L'oiseau de feu. Donc on a toujours Alina Starkov qui... Oh bah tiens, elle a des cheveux blancs. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le dirai pas. Alors, l'oiseau de feu, c'est toujours traduit par Anna Triveline, illustré par Guillaume Morellet, qui en est toujours sur le livre de poche jeunesse. Parce que je suis pauvre et que c'est pas cher. Imposture, manipulation, traque, un royaume au bord du chaos, un tyran sur un trône d'ombre, une sainte sans pouvoir. Sans alliés, sans armée. Le combat final de la lumière contre les ténèbres. Loyauté, amour, renaissance. Le salut de Ravka mérite-t-il tous les sacrifices? Seule l'invocatrice de lumière en décidera. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le livre précédent c'était le dragon de glace, celui-là c'est l'oiseau de feu. Je ne vais pas vous... Donc ça parle clairement d'amplificateur. Et ça situe un petit peu aussi les amis qu'elle a, les ennemis qu'elle peut avoir. Je vous avais dit qu'il y avait pas mal de superstitions, mais il y a également des religions. Donc une religion qui est le culte des saints. Je vous invite d'ailleurs à lire le très très beau recueil de nouvelles, le livre des saints qui est dans cet univers. Honnêtement, lisez d'abord au moins la trilogie, parce que sinon vous allez être paumé, ça va servir à rien. Ça n'aura aucun intérêt pour vous. Alina, dans l'oiseau de feu, elle prend des décisions. Elle arrête un peu d'être le jouet du Darkling, ou du corsaire, ou d'un prince, ou du roi, ou de l'apparat, qui est le chef plus ou moins le chef du culte des saints. Franchement, moi j'aime beaucoup. On retrouve en fait une jeune fille qui va être jetée dans un univers au final, là c'est sur l'ensemble de la trilogie, qui est jetée dans un univers où elle ne maîtrise plus rien, parce qu'on lui donne une place qui lui revient parce qu'elle a ces pouvoirs-là. Mais elle ne maîtrise pas grand chose, donc elle peut être agaçante, elle peut un peu trépigner parce que ça va pas comme elle veut. Elle est facilement manipulable aussi, mais après elle commence à prendre plus de... Elle grandit tout simplement. Elle finit par savoir qui dans son entourage mérite d'y être vraiment. Donc elle réussit à accorder sa confiance ou la renouveler malgré des trahisons parce qu'elle va être trahie. Au niveau des amours, elle ne savait pas. C'est une jeune fille, je crois que dans ce livre-là, dans la trilogie, elle a 18-19 ans, un truc comme ça. Elle est super jeune. Et du coup, elle ne sait pas. Elle ne sait pas qui elle aime. Elle peut être attirée par quelqu'un. Elle peut un petit peu rêver à des promesses qu'on lui fait, mais elle ne sait pas. La romance n'est pas au cœur de la trilogie, mais elle a quand même une certaine importance.
L'amitié a une importance qui est capitale dans la trilogie. La romance aussi quand même. Et ouais, le seul truc que je peux reprocher à la trilogie, c'est que Leigh Bardugo, elle a fait le choix d'écrire en jeu. Et Alina, en fait, c'est quelqu'un qui ne brille pas, c'est quelqu'un qui est discret, ce qui fait que des fois, je dis pas qu'on va se faire chier, mais à la première lecture, j'ai eu un peu plus de mal. Ça se lit très bien, le style est vraiment joli, enfin, il y a une construction d'univers, je ferai une vidéo là-dessus, sur la construction d'univers de Grisha. La construction d'univers est vraiment très très bien pensée. On sent que Leigh Bardugo, elle a vraiment réfléchi elle baigne dans cet univers-là, elle le maîtrise. Bref, Alina, elle a une super progression, je trouve. Et j'ai envie de vous lire un petit peu. Le premier paragraphe, pour une petite page sur le prologue. Donc, ça va rien vous spoiler. Mais quand vous allez, si vous le lisez, vous allez voir les prologues et les épilogues, ce qui me semble que chaque bouquin en a un dans la trilogie. Il y a vraiment une plume. Et Leigh Bardugo ensuite a fait le choix dans les 2 duologies suivantes d'écrire à la 3e personne, mais je vous en parlerai ensuite. Je vous lis juste les 2 premiers paragraphes du prologue. Les serviteurs les appelaient les Malenchki, les petits fantômes, parce qu'ils étaient les plus petits et les plus jeunes, parce qu'ils hantaient la demeure du duc en gloussant. Ils couraient partout, se cachaient dans les placards pour espionner les conversations et se faufilaient dans la cuisine pour voler les dernières pêches d'été. Le garçon et la fille étaient arrivés à quelques semaines d'intervalle, 2 orphelins de plus, victimes de la guerre des confins, réfugiés au visage couvert de crasse, retrouvés dans les ruines d'une ville lointaine, et conduits chez le duc pour y apprendre à lire et à compter, mais aussi un métier. Le garçon était petit, trapu, timide, quoique toujours souriant. La fille était différente et le savait. Il y a quelque chose, honnêtement, il y a vraiment quelque chose. Hein. Et bon voilà, enfin, franchement, c'est une trilogie que j'ai relue. Il me semble que, peut-être il y a 2 ans, j'ai lu, j'ai acheté la première trilogie, parce que moi, même pas peur, je prends. En fait, c'est après la sortie de la saison 1 sur Netflix de Shadow and Bone. C'est peut-être que l'année dernière d'ailleurs, je sais plus. Bref, j'ai acheté la première trilogie, j'ai tout bouffé, parce que j'ai vraiment aimé la série télé. J'ai tout bouffé, donc j'ai acheté les Six of Crows, j'ai tout bouffé. J'ai acheté King of Scars, j'ai tout bouffé. J'ai un peu pleuré parce qu'il fallait attendre Rules of Wolves. J'ai un accent pourri, je suis désolée. Et j'ai aussi acheté le livre des saints et j'ai acheté et lu Le Chant des Ronces. Et en fait, j'ai entrepris en début d'année de tout relire parce que j'aime vraiment beaucoup l'univers, les personnages. C'est une bande de potes. Il y a une bande de potes dans les Grisha, il y a une bande de potes dans les Six of Crows, il y a une bande de potes dans King of Scars. Les relations sont superbes entre les personnages, l'univers j'aime beaucoup. Et juste pour vous appâter pour la suite, pour Six of Crows et Rules of Wolves, c'est que Six of Crows et King of Scars, Leigh Bardugo, elle invente un univers, elle édicte des règles qui régissent la magie dans cet univers. Ces règles-là ont cours pendant une trilogie et elle pète tout à la trilogie suivante. Non, c'est pas qu'elle pète tout, c'est qu'elle a dit que la magie elle est comme ça, comme ça, comme ça. Et dans la trilogie suivante, c'est il y a un truc qui a changé. Et je dis pas que c'est une erreur, au contraire, c'est très très malin. C'est qu'elle dit ce qu'est cette magie Grisha, ce que ce n'est pas non plus. Et en fait, les événements font que la magie se transforme. Je ne vous en dis pas plus.
parce que je ne voudrais pas balancer des petits spoils, parce que je suis la pro pour balancer les spoils sans faire exprès. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir les Grisha. Je vais certainement dépioter l'œuvre en fait, parce que notamment les inspirations des différents pays, parce qu'on voit un peu du paysage, enfin on voyage, c'est des livres où on voyage, et chaque pays a des inspirations différentes. Et enfin bref, moi c'est une saga que je trouve qui est très cocooning en fait, que j'aime beaucoup, donc je voulais la partager avec vous. Et je voulais aussi vous encourager à regarder la série sur Netflix qui est vraiment pas mal, et pas que parce qu'il y a Ben Barnes, mais bon, sa présence ne gâche rien évidemment. Mais ouais, c'est vraiment une série, c'est une série de livres doudou, c'est un univers qui est encore en cours. Il y aura d'autres livres par la suite, ça c'est sûr. Et franchement c'est top. Donc je ferai certainement des petites vidéos sur la construction de l'univers, sur l'univers magique. J'avais pris quelques notes, mais ça ne sera pas tout de suite. Et j'espère que cette toute première chronique littéraire vous a plu. A tout bientôt et rêvez tout grand.